On a dû utiliser des médicaments qui étaient dédiés aux vétérinaires, en fait, aux animaux, parce qu'il y avait même, pour dire, le logo animal sur la boîte. J'ai travaillé à l'hôpital Bichat en tant qu'infirmière. Alors au tout début de la vague, c'était quelque chose qui était vraiment inconnu pour les médecins. Et la vague était tellement grande qu'il y a eu beaucoup d'entrées. C'est vrai qu'on ne savait pas vraiment quelle était la phase meilleure où on pouvait intuber la personne pour justement la soulager le corps et qu'on puisse la tenir un maximum en vie. Donc c'est vrai qu'il y a eu des intubations très tardives et, euh, et même encore aujourd'hui, il y a des cas où on signale quand même à plusieurs reprises à certains médecins des symptômes que nous on repère vite parce que voilà, on les a au quotidien sous surveillance. Et c'est arrivé à plusieurs reprises on signale au médecin que voilà, la personne elle est en souffrance, qu'il faudrait peut-être faire quelque chose ou en tout cas comme dernier recours de l'intuber. Et c'est arrivé que les médecins attendent et attendent trop. Et c'est arrivé du coup qu'il y ait eu des décès alors que nous on avait déjà signalé quand même plusieurs jours ou plusieurs heures avant que voilà, la personne avait besoin de cette intubation. Et il est arrivé plusieurs fois qu'on était en rupture de stock sur certains produits tels que les gants ou certains médicaments aussi. C'est arrivé où on a dû utiliser des médicaments qui étaient dédiés aux vétérinaires, en fait, aux animaux, parce qu'il y avait même, pour dire, le logo animal sur la boîte. C'est arrivé à plusieurs reprises que je reprenne mes collègues pour leur dire de changer de masque ou de fermer la porte. Le collègue rentre dans la chambre, laisse la porte ouverte, même si c'est l'instant de 3 minutes. La sécurité est toujours primordiale et elle est très vite oubliée avec certaines personnes. 100 personnes ont été contaminées entre les murs de l'hôpital Bichat et il y a eu 25 décès suite à cette infection. Jusqu'à mi-décembre, alors que pourtant on était voilà, dans le vif du sujet au niveau du Covid, il y a eu énormément de visites en réanimation. Beaucoup trop d'ailleurs. C'est assez déconcertant, c'est vrai, suite à ce qui se passe au niveau des médias et à la connaissance de la montée de la vague, qu'on ait pu laisser autant de personnes rentrer dans l'hôpital aux risques et périls de la vie des patients. Pour de la réanimation, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas une équipe de soins palliatifs qui soit là pour les personnes qui sont en fin de vie et pour les familles qui les accompagnent. Il est arrivé une fois qu'une personne qui était intubée et qui a été déclarée morte cérébralement. Donc voilà, on a dû l'extuber. Sa maman ne pouvait pas venir. Son papa était décédé du Covid et il était tout seul. Voilà, personne pour l'accompagner vers sa fin de vie. Et cette personne-là a été extubée. Et c'est moi-même et mes collègues qui avons dû demander au médecin qui l'a extubé de lui mettre de la morphine et de l'hypnovel pour pouvoir voilà, qu'il parte dans le meilleur des conforts, parce que si on n'avait pas fait la demande, il serait parti dans d'atroces souffrances. Et ça a duré 3 jours avant qu'il parte. Et pendant 3 jours, il a été tout seul. Il n'y a eu personne pour l'accompagner. Donc c'est, je trouve, assez dommage qu'on n'ait pas une équipe de soins palliatifs pour pouvoir justement accompagner ces personnes qui sont seules. Quand l'équipe de jour fait les transmissions à l'équipe de nuit, il est arrivé que des collègues, oui, arrivent en retard. Donc il n'y a personne entre deux pour prendre la relève. Parce que voilà, l'équipe de jour, il faut bien qu'elle parte aussi, elle ne peut pas rester indéfiniment. Surtout quand on a des horaires de 12 heures. Et concernant les transmissions, oui, c'est arrivé au niveau des aides-soignantes qu'elles se disent entre elles, bon bah voilà, c'est les mêmes qu'hier. Alors que pourtant, voilà, il y a toujours en réanimation du mouvement, des changements dans la journée, surtout en 12 heures, il se passe beaucoup de choses. Et c'est assez scandaleux qu'en réanimation, on ait
Une chambre où depuis des années, il y a une fuite d'eau qui est juste repeinte avec de la peinture pour faire cache-misère et qu'on ne prenne pas les mesures de réparer ce fameux plafond où il y a la fuite d'eau. Encore une fois, en réanimation, on est censé être avec des chambres qui sont d'une hygiène impeccable, limite stérile pour que voilà, le patient puisse éviter d'être contaminé par des germes extérieurs ou autres, comme cette fameuse fuite d'eau. C'est impensable qu'on ne mette pas les moyens pour avoir des chambres convenables et des locaux propres. Il y a aussi les fameux escaliers tagués où ça sent aussi l'urine. Il arrive aussi parfois que certains SDF viennent se réfugier dans ces fameux escaliers de secours pour y dormir ou même y boire. C'est arrivé que des personnes complètement alcoolisées dorment dans les escaliers, manquant de se prendre une porte dès qu'on les emprunte. L'hôpital est dans un fâcheux état. Les couloirs, les murs, tout est déchiré, tout est abîmé, il y a des trous, la peinture tombe, la tapisserie part en lambeaux, les portes sont toutes abîmées. C'est assez catastrophique. Dans les chambres de la réanimation, il arrive qu'on soit confronté parfois à des robinets qui tiennent plus qu'à 2 fils ou à des placards qui tiennent plus que sur une vis. Voilà. Enfin, on a vraiment du matériel qui n'est pas tout à fait aux normes. Les couloirs soient complètement encombrés de lits qui ne fonctionnent plus. Beaucoup de matériel stagne en fait dans les couloirs et ça ne facilite pas forcément le passage. Et c'est vrai qu'on manque de moyens sur les lits. Alors quand on a besoin de chauffage, il est arrivé que voilà, le chauffage ne fonctionne que une semaine plus tard, voire 15 jours plus tard, sauf que voilà, à l'instant T, quand on n'en a plus besoin, on se retrouve avec des températures qui sont montées une fois jusqu'à 29 degrés dans nos couloirs là où nous sommes. Les internes posaient un cathé fémoral et ils ne savaient plus trop les différentes étapes pour pouvoir poser ce fameux cathé et c'est arrivé que je doive guider l'interne dans ses gestes au début parce que voilà, il ne faisait pas les bons procédés. Alors qu'il est futur médecin. Quand on arrive en réanimation, voilà, il faut certaines connaissances sur certains matériels utilisés. Clairement, actuellement, on apprend sur le tas à monter et à vérifier certains matériels. C'est arrivé que avec certaines dialyses, quand on se retrouve en difficulté, qu'elles ne fonctionnent pas ou que pendant la dialyse justement il y a un souci, et ben, il faut se débrouiller et au risque de mettre la vie de la personne en danger, parce que si la dialyse s'arrête et qu'elle ne tourne plus, c'est assez dangereux pour la personne qui a la dialyse. Concernant la prime Covid, voilà, moi clairement je ne l'ai pas eu. J'ai plein d'autres collègues qui ne l'ont pas eu aussi. La quasi-totalité des personnes dans l'administratif qui ont touché la prime Covid durant les premières vagues. Il y a eu pas mal de soignants qui se sont fait avoir, oui, en faisant des heures sup ces derniers mois et qui au final ont été payés en heures normales. Il faut savoir aussi évoluer avec son temps. Les jeunes qui arrivent tout frais de leur formation aide-soignante, infirmier, arrivent avec des idées nouvelles et c'est dommage qu'aujourd'hui on n'entende pas ces nouvelles idées pour pouvoir faire mieux le travail, mieux s'occuper des patients. On manque clairement de moyens aujourd'hui, mais on ne peut pas tout résumer à ça. Dans d'autres hôpitaux, ça se passe beaucoup mieux. Il y a donc aussi un problème de gestion.